Salut, eh bien, écoute, j'espère que tout va bien pour toi. Donc, je suis ravi de te retrouver pour du diagnostic. Au programme du jour, on va faire ensemble sur ce Clio 409 TCE, en fait, le circuit d'air. Je vais te montrer tous les actionneurs et tous les capteurs du système, comment les contrôler, et puis surtout, quelles sont les valeurs que tu dois avoir lorsque tu interviens en diagnostic pour que tu sois plus efficace. Allez, ben, c'est parti. Alors, notre système, donc, qui marche toujours, c'est un système donc piloté, donc qui marche toujours de la même façon. Au milieu, on retrouve donc l'UCE, l'unité de contrôle électronique. Lui, il va comprendre en fait plusieurs capteurs. Il va comprendre la position de la pédale d'accélérateur. Ok. Il va avoir besoin de la température d'air. Il va avoir besoin de la pression, pardon, pression turbo, pression collecteur. Alors lui, il va y avoir deux capteurs sur le véhicule, on le verra tout à l'heure. Donc il y a deux capteurs qui mesurent ça. Et on va avoir besoin d'une recopie de la position du papillon. En gros, pour que le calculateur il sache si la volonté d'accélération, si c'est par exemple 40%, si ton papillon il répond en fait correctement. Donc ça, tu as ces capteurs-là. Donc 1, 2, les deux sont liés à un capteur de pression, tu vois, sur le schéma électrique lié aux températures, et un autre capteur de pression tout seul, et des signaux de recopie. En actuateur, on va avoir une électrovanne turbo. Ok. Et on va avoir un papillon motorisé. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de câble d'accélérateur, c'est tout électronique. Le turbo, tu vois, il n'apparaît pas là-dedans tout simplement parce que en fait, il n'est pas piloté directement par l'UCE, il va passer par l'électrovanne. Il est présent physiquement sur le véhicule, je vais te le montrer, mais par contre, voilà, il n'apparaît pas là-dessus, de même que l'intercooleur, qui sont des pièces 100% mécaniques. Alors, au niveau du schéma électrique, si on retrouve par rapport à notre schéma de tout à l'heure, on va avoir notre donc potentiomètre d'accélérateur qui est ici, le 921. On va avoir deux capteurs de pression en fait au niveau du collecteur d'admission. On va avoir un ici qui est le 147, qui est un capteur classique type piezo qu'on verra tout à l'heure. On va avoir un deuxième capteur de pression ici, le 1474, qui lui est à 4 fils, tout simplement parce qu'il y a une température d'air qui est intégrée dedans. Okay, donc deux capteurs de pression, une température d'air, le potentiomètre. Et on va également avoir des capteurs de recopie sur la position du papillon motorisé, tu vois, juste cette partie-là. Au niveau des actuateurs, tant qu'on est au papillon, on retrouve la partie motorisée du papillon, donc juste les deux fils de motorisation. Et on va également avoir l'électrovanne de pilotage turbo, le 436, tu vois, donc juste ici. Donc au niveau, tu vois, des éléments du circuit d'air, donc là, bon, il manque la boîte air parce que j'ai mon branchement. Mais donc l'entrée d'air, on a l'électroval de suralimentation, tu vois, avec le turbo là qui est en accès direct ici, donc qui va réguler la pression. On va avoir aussi voilà, circuit d'air, un intercooleur qui est ici, si on suit la durite. On va avoir le papillon motorisé, avec le capteur de recopie et tout est intégré. On va également avoir notre capteur, donc 4 fils, qui fait pression de collecteur d'admission plus résistance. Et le deuxième capteur, en fait, de pression, tu vois, 3 fils, celui-là, plus simple. On a aussi une dump valve, tu vois, d'origine, même pour décharger le turbo. Donc c'est pour ça que moi, ça va faire un bruit un peu de kéké là, parce que j'ai pas la boîte à air. Mais on a ça sur le véhicule monté d'origine. Donc pour commencer, on va étudier le 921, donc le potentiomètre d'accélérateur. Donc lui, je t'avais déjà fait une vidéo, ça marche toujours pareil en fait. Tu as deux voies, tu sais, pour sécuriser en fait le signal. Donc ça, c'est deux potentiomètres. Donc en gros, un potentiomètre, tu vas avoir besoin d'une alimentation en 5 volts, une masse. Et grâce à ça, en fait, lui, en fonction de ta position mécanique de la pédale, il va induire une résistance à l'intérieur. Okay, comme la loi d'Ohm te dit que U égale R fois I, la tension égale résistance fois l'intensité, là, en fait, tu as une résistance qui est variable, un courant qui est envoyé avec une intensité fixe. Donc, en fait, ça va être une tension qui va être variable aux bornes, en fait, en sortie du capteur. Le potentiomètre, tu peux pas le tester directement au niveau de la pédale, voir la résistance dedans. Tu vas être obligé de l'alimenter, donc c'est ça qui est un peu compliqué. Donc, on va le faire de deux étapes. Je vais te montrer dans une première étape avec l'appareil de diagnostic, on va voir dans les paramètres, en fait, savoir comment ça évolue en fonction de ta position de pédale. Et dans un deuxième temps, je vais te montrer, on va voir grâce en fait au bornier que j'ai,
hein, on va voir les signaux qui ressortent en fait au niveau des fils du calculateur. Les borniers que je vais utiliser, je te le redis, hein, toi si tu l'as pas, c'est pas grave, n'achète pas ça, c'est juste qu'il va falloir que tu piques en fait le fil, alors soit en sortie ici, soit au niveau du calculateur, peu importe, mais en fait tu vas être obligé de, ça c'est ton fil électrique, crac, de piquer le fil avec un pic-fil pour te prendre ton signal. Moi j'ai la chance d'avoir un bornier, donc pour faire une mesure un peu plus précise, mais c'est la même chose. Allez, on va voir ça déjà avec le diag. Donc là avec l'appareil de diag, tu vois, on se retrouve ici et j'ai tension de potentiomètre, pédale d'accélérateur, donc piste 1 et 2. Alors déjà, on voit que les valeurs ne sont pas les mêmes, c'est tout à fait normal. Tu vois, piste 1, j'ai 700 millivolts, l'autre 360. Donc là, je suis au ralenti, enfin, j'ai pas accéléré. Et là, j'accélère progressivement. Tu vois, tu sens que là, la première, elle monte vers 4,5 volts, et l'autre, elle plafonne à 2,3. Tu vois, je redescends au ralenti, j'accélère. Là, je suis pied planche, et là, j'ai le kickdown, là, tu sais, c'est le petit cran dessus, là, tu vois, tu montes à 4,5. Donc là, visiblement, tu vois, mais enfin, en tous les cas, ça a l'air de fonctionner. Si t'as rien qui se passe quand tu accélères, bon, ben, tu vas aller tester tes alimes, tes masses, etc. Si tout est bon, c'est ta pédale qui est cuite. Mais en tous les cas, là, pour l'instant, c'est cohérent. Alors, donc là, pour le première piste, tu vois, on va s'intéresser pour bornes 3, 4 et 5. Et donc, bornes 3, 4 et 5, elles vont en G2, H2, H3. Donc là, je vais prendre déjà mon alim et ma masse G2 et H3. Donc là, au multimètre, et on verra le signal en H2. Donc là, je vais prendre mon multimètre, et je vais mettre en tension, donc continue. Donc là, peu importe le type de multimètre, mais tu vois, moi j'ai voilà, calibre 20 max en tension continue. Et là, donc, je vais prendre, alors je vais juste le laisser ici, je vais prendre sur mon bornier. Donc on a dit les bornes G2 pour l'alimentation. Tac, et H3. Donc là, je devrais avoir mes 5 volts. Tu vois, donc là, je suis bon. Avec 4,99, c'est bon. Hein. Donc G2, H3. Donc là, je vais bouger mon fil, je vais me mettre pardon, en H2. Je laisse ma masse où elle est. Et là, tu vois, ici, tac, attends, je te mets à jour. C'est plus galère de te filmer en même temps, voilà. Là, tu vois, j'ai ma position au ralenti 0,72. Donc là, maintenant, je vais accélérer. Et on va voir ensemble la variation de tension, comme c'était. Normalement, si on suit ce qu'il y avait sur le diagnostic, on devrait arriver à 4,5 volts. Donc là, je suis au ralenti. J'ai bien mes 7,07 volts. Là, j'accélère. Voilà. Là, le kickdown, tu vois. Donc là, on voit la tension, en fait, qui varie. Là, maintenant, on va faire exactement pareil pour la deuxième piste. Donc la deuxième piste, tu vois, c'est voie 2 et 6 hein, sur le directement au potentiomètre, et voie 1, 2 et 6, c'est la ligne masse, et voie 1, le signal. Donc là, je vais mettre en F2, F4, ok, pour voir mon alim, et F3, le signal. Donc F2, F4, voilà, alim masse. Imaginons, là, j'ai pas mes 5 volts. Là, je vais enlever ma masse. Je te montre juste en même temps ce que je fais quand même. Donc là, tu as compris, hein, je me suis mis en F2, F4, hein, ici. Voilà, et là, tac, je reviens sur mes 5 volts. Imaginons ici, j'ai pas mes 5 volts. Je vais isoler le plus et le moins, hein, savoir qui c'est qui déraille, et je vais faire mes continuités. Là, tu vois, je suis alimenté, donc c'est bon. Et donc, on a dit, le signal, il est en F3. Tu vois. Donc là, encore une fois, c'est cohérent par rapport aux nos valeurs qu'on avait au diagnostic. Et maintenant, je vais accélérer. Voilà. Tac. Kickdown à 2,2. Et je descends. Donc là, tu as vu, les valeurs, hein, si tu t'en rappelles, sont cohérentes en fait par rapport à mon appareil de diag. Donc là, ça veut dire que mon potentiomètre, il est bon. Encore une fois, si j'ai des valeurs qui sont incohérentes, ben, ça veut dire que mon potentiomètre, s'il est bien alimenté, que mes continuités sont bonnes, ça veut dire que mon potentiomètre est défectueux. Alors, pour tester le capteur de pression d'air, donc le 147, le deuxième capteur va être exactement pareil, hein, c'est la même procédure. Donc, c'est un capteur type piezo-résistif. Donc, piezo-résistif, ça veut dire qu'il y a 3 fils, une alimentation en 5 volts, une masse et un signal donc avec une variation de tension, hein, toujours pareil. Le piezo, en fait, ça a une membrane de quartz qui va être alimentée en 5 volts, et elle, en fait, elle va subir une déformation. Tu vois, avec la pression du collecteur, elle va subir une déformation, et ça va faire varier une résistance à l'intérieur. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, avec la loi d'Ohm, hein, U égale R fois I, bah, du coup, tu vas bien avoir en voie 3
une tension variable en fait en sortie. Donc là, on va mesurer tout ça à l'aide du bornier, hein, mais encore une fois, si tu n'as pas ça, ben, tu vas piquer les fils directement au niveau du capteur ou au niveau du calculateur. Donc là, on va contrôler l'alimentation du capteur, la masse et le signal. Je m'excuse un peu pour le contre-jour. On se retrouve donc au niveau du capteur. Donc on a dit M2 l'alimentation, M4 la masse et M3 le signal. Donc là, si je me pique tac, en M2 et M4, j'ai bien mes 5 volts de différence de potentiel, tu vois. Donc là maintenant, tu vois, je me pique en M3 pour le signal. La masse M4, je la bouge pas. Et ici, tu vois, on va mesurer la variation de tension, tu vois, tac, au niveau du collecteur d'admission. Donc là, j'ai 1,49 volts, hein, c'est ma tension de sortie. Je vais mettre le véhicule en route, je vais accélérer et tu vas voir que la tension, en fait, elle va évoluer vers 5 volts. Alors, on va faire pareil avec le deuxième capteur, tu vois, juste pour te montrer que ça marche exactement la même chose. Donc là, on va être en L1 J1 pour allumer masse, tu vois. Donc là, j'ai bien mes 4,99 L1 J1. Donc là, j'ai mon alimentation et maintenant, je vais me mettre donc en K1 pour mon signal. Donc là, clac, donc 1,49. Ben pareil, je vais mettre le véhicule en route et on va voir l'accélération, l'augmentation de tension. Alors au niveau de la sonde de température, tu vois ici, hein, donc elle est intégrée au capteur. Cette sonde, c'est une sonde type CTN, tu vois, coefficient de température négatif, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une résistance qui va varier en fonction de la température et cette résistance, elle va descendre, tu vois, le schéma il fait un peu comme ça, elle va descendre par rapport à l'augmentation de température, tu vois, donc plus ta température, moins tu as de résistance. Donc en gros, plus ta température est élevée, moins tu vas avoir de tension en sortie. C'est toujours donc ta CTN, c'est toujours pareil, hein, ça va être une tension variable en sortie. Tu vas avoir une alimentation 5 volts. Donc là, l'alimentation 5 volts en L1, elle est commune en fait, hein, aux deux, tant au capteur qu'à la CTN. Tu vois, si tu prends une autre sonde CTN, par exemple celle-là 244, ben, tu aurais peut-être une alim en voie 1 et ton signal en voie 2. Hein, donc c'est la même chose. Et donc ta tension de sortie, elle va être variable en J2, tu vois, en fonction de la température. Okay, donc L1 alim 5 volts, qui est commune encore une fois, et J2, du coup, donc c'est ta tension variable. Donc là, si je prends, tu vois, ici, donc J1, J2, j'ai donc, tac, 2,30 de tension. Par exemple, parce qu'il fait 20 degrés, tu vois, si je pouvais chauffer, je descendrais en fait vers 5 volts. Donc là, je vais débrancher, tu vois, juste pour voir. Donc là, tu vois pas, mais je suis en train de débrancher en fait juste mon capteur et voir un petit peu la variation. Tac, voilà. Donc là, capteur débranché, bah, tu vois, je monte quasiment à 5 volts et parce que en fait, il y a un bug du système. Okay, si tu as un défaut au niveau de ton diagnostic, tu as affiché à 20, à 30 degrés que ça bouge pas et que ta valeur ici elle est fixe, tu peux prendre tes continuités. Bon, si tes continuités sont bonnes, c'est automatiquement ta sonde qui est défectueuse. Une sonde de température, c'est assez simple à diagnostiquer. Donc là maintenant, je vais tester la sonde, la résistance en fait de la sonde. Donc je vais tester entre J2 ici, hop, tu vois, et mon alimentation L1, d'accord. Entre L1 et J2, je vais tester ma résistance. Donc là, L1, tac, et J2. Donc là, peu importe le fil noir, le fil rouge, hein, c'est exactement pareil. Et là, en fait, je vais avoir des kilo-ohms. En général, c'est des valeurs élevées. Voilà, tu vois, donc là, bon, j'ai inversé les deux, on s'en fiche, mais tu vois, je serai à 4380 ohms, hein, kilo-ohms. Donc ça, c'est des résistances élevées, et je te dis, hein, plus la température va monter, mais plus ta résistance, en fait, descendrait. Et donc là, on est cohérent en tous les cas sur la mesure. Une CTN, tu peux la prendre tant en signal qu'en résistance. Par contre, résistance égale contact coupé ou connecteur débranché, tu viens de piquer sur la sonde directement. Voilà, donc là, toujours avec mon appareil de diag, hein, tu vois, température d'air d'admission 22 degrés, donc c'est cohérent par rapport à ce qu'il y a dans l'atelier actuellement. Donc là, on est bon. On va aussi avoir collecteur de pression, donc 920 millibars. On est OK. Si je démarre le véhicule, tac, là, on va passer en dépression. Là, je vais accélérer.
Voilà, tu vois. J'ai la boîte à air qui est débranchée, c'est pour ça qu'il y a la dump valve qui se met en route. Voilà, tu vois, tu montes en pression. Donc là maintenant on va s'intéresser au capteur de position tu vois, du papillon motorisé. Donc c'est exactement la même chose que le potentiomètre hein, d'accélérateur. Donc tu vois, c'est le même symbole, c'est-à-dire que ici et ici, voie 5 et 3, c'est les deux alimes, et voie 4 et 6, c'est les deux recopies. Donc là, si on teste ça directement avec mon bornier, on va voir qu'en L2, L4, on va avoir les alimentations, tu vois, L2, L4 si je suis mes fils, alimentation et masse, et ensuite, tac, les voies intermédiaires, donc M1 et L3 vont être les positions. Donc là, hop, je me mets en tension, toujours pareil, on a dit L2, tac, et L4. Donc là, je vais mettre mon contact. Ok, donc là, j'ai mon contact, tu vois, j'ai mon alimentation, hein, L2, L4, comme on a dit. Et du coup, on va tester la première position, la M1. Tac, tu vois, donc là, 404. Donc là, on est d'accord, on est ici. Tac, si je suis mes fils, tu vois, L2, L4, alim masse, M1, L3, donc les deux capteurs de recopie. Donc là, tu vois, je suis à 404. Maintenant, je vais aller dans le véhicule accéléré, on va voir la variation. Hop, donc là, j'accélère. Tu vois, tac. Donc là, il bouge légèrement hein, parce que j'ai pas le moteur en route. Mais du coup, tu vois, variation de tension. Donc là, on est OK. Et du coup, on va tester la deuxième voie qui est la L3. Donc là, tac, ici. Donc tu as vu, hein, toujours pareil, L3, tac. Je vais également accélérer. Donc là, on entend le papillon. Je ne sais pas si tu l'entends, mais on entend le papillon qui bouge. Et on voit la variation de tension. Voilà, donc là, le papillon, tu vois, bon, j'aurais pu le démonter, le bouger manuellement et de voir les recopies, mais c'est le même principe. Donc tu as vu, il y en a un en fait qui est inversé, il part de quasiment 5 volts, il va à 0, et l'autre en fait il fait l'inverse. Et grâce à ça, il voit exactement s'il y a un problème de signal. Et il faudrait pas que le papillon, il y a deux signaux pour sécuriser également la ligne, hein, qui reste pas bloqué ouvert ou fermé, parce que ça pourrait être super dangereux. Et donc là, au niveau, en tous les cas, capteur, tout est OK. Maintenant, on va passer aux actuateurs, et on va rester dans le papillon hein, motorisé tout simplement. Donc là, je vais faire un test actionneur et on va l'entendre bouger avec le diagnostic. Donc là, tu vois, test actif, tac. Imaginons, tu auras un souci dessus, hein, que la voiture n'accélère pas, peu importe. Un défaut de papillon motorisé. Donc là, touc. Alors, je vais pouvoir faire plusieurs choses. Hein. Je vais pouvoir faire des apprentissages de butée, etc. Moi, je vais juste le faire bouger là et voir si tout va bien. Mais tu peux faire plein de choses avec. Voilà, donc là, j'active ma commande. Donc là, pendant que je vais activer la commande, tu vois, on va voir la variation de tension. Je vais te remettre sur le support. Voilà. Tu vois, on entend qu'il bouge correctement. La tension, la valeur, elle varie également. Et donc là, en fait, on est tout bon. Hein. On est tout bon. Là, je pourrais te le démonter hein, encore un coup et voir les positions. Normalement, c'est 25%, pleine ouverture, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'intérêt de toute façon. Donc là, maintenant, je vais tester à l'oscilloscope, tu vois, le signal du papillon. Et donc là, tu vois, on est ici. On va se rapprocher donc du calculateur. On va en voir Q3, Q2 du calculo. Donc là, je branche mon oscilloscope pour avoir le signal, ce qu'on appelle un signal MLI. Alors là, on va se retrouver à l'oscilloscope. Je te cale. Donc là, je me suis mis, tu vois, aux bornes, hop là, tu vois pas, du moteur électrique, tu vois, borne Q2, la première ou Q3, tu essaies une des deux, et l'autre à la masse, tu vois. Donc là, on a un signal de type MLI. MLI, je te le répète, hein, c'est une modulation de largeur d'impulsion. Donc en gros, ça va être un peu comme un RCO, mais sauf que ça va être de la tension. Donc en gros, la tension, on va l'alimenter, la couper très très rapidement. Et du coup, ça va te moduler ta tension de sortie, un signal MLI. Ou PWM aussi en anglais, c'est le même type de signal. C'est pas un RCO, c'est le même signal, mais le RCO, c'est vraiment pour une électrovanne. Là, on est sur la tension, donc c'est signal MLI.
Donc là, je vais activer avec l'appareil de Jag, tu vas voir le papillon et on va voir les oscillations en fait qui vont se creuser. Allez, donc là, le papillon il bouge. Tac, fermé, ouvert, t'as vu un petit peu plus. Fermé, ouvert, tac. Voilà, donc on voit les oscillations. Je vais mettre le véhicule en route et tu vas voir également comment ça va marcher. Donc là, je suis papillon fermé. J'accélère. Voilà, donc là, tu as vu, le signal n'était pas très joli, mais tu as compris, hein, tu vois, l'oscillation qui varie suivant la position de ton papillon. Je vais maintenant prendre la résistance du papillon. Donc là, soit tu peux te mettre en 1 et 2, soit tu viens directement, en fait, moi je vais revenir au bornier, ici, voilà, mais ça, contact coupé obligatoire. Donc là, je récupère, tu vois, Q3, Q2, hop, l'histoire de remettre mon multimètre. Tac. Ouais, j'ai une très faible résistance, hein, puisque le moteur électrique, ben, il est quand même assez conséquent. Donc il n'est pas à 0 hein, en court-circuit, mais tu vois, il est à 0,4, 0,5 ohms. Donc là, sur un papillon qui est bon. Si jamais mon moteur était complètement grillé, j'aurais un fil coupé, quoi, hein, j'aurais une valeur 1 ou OL, tu sais, overline. Mais en tous les cas, là, je suis OK. Alors, un petit peu de théorie avant d'attaquer sur l'électrovanne. Donc, on va avoir une arrivée, une électrovanne et une sortie. OK. Donc, cette arrivée-là, tu vas avoir deux montages hein, de type d'électrovanne avec la wastegate, etc. Soit ça va marcher en fait en dépression. Donc, normalement, ici, tu arrives de la pompe à vide ou de la pipe d'admission. Enfin, avant le turbo, en tous les cas, pour avoir une dépression. OK. Soit, comme la Clio, là, tu vas avoir une pression. D'accord. Parce que la prise, elle est branchée sur le turbo. Tu vois, donc tu vas être directement en pression. La pression, elle arrive ici, elle est pneumatique hein, au bord de l'électrovanne. Et l'électrovanne, quand elle s'ouvre, elle va piloter la wastegate hein, du turbo. D'accord. Cette pression-là, elle va être gérée via l'électrovanne. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, cette électrovanne, elle va ouvrir plus ou moins l'accès à la pression pour piloter plus ou moins la wastegate du turbo. Tu vois. C'est ça, électrovanne, vanne électrique. Donc pour ça, en fait, tu vas avoir une alimentation en plus 12 volts en après-contact. Et tu vas avoir une commande type RCO pour le calculateur de mise à la masse. D'accord. Un RCO, c'est quelque chose comme ça. Où on va venir calculer en fait un pourcentage d'ouverture, tu vois, par rapport à une période. Donc là, voilà, hein, je te le répète, tu as une arrivée de pression à l'électrovanne. D'accord. Cette électrovanne, si elle s'ouvre, elle va venir envoyer en fait la pression, elle va le faire passer plus ou moins, c'est une vanne électrique, plus ou moins la pression à la wastegate. Allez, on va voir ça sur le véhicule. Donc là, juste, tu vois, si on s'approche un peu de cette électrovanne là, donc elle est ici, hein. Ici, tu arrives donc à la capsule de la wastegate, ok. Et si je suis ce tuyau là, tu vois pas grand chose, mais il est bien, hop, sur le corps là-bas du turbo. Donc elle, en fait, elle va marcher en pression, d'accord. Tu vas avoir des électrovannes où le tuyau d'arrivée, en fait, il va être lié à la pompe à vide. Donc là, j'ai un essence, j'ai pas de pompe à vide, tu vois, sur celui-là. Ou alors, des fois, tu peux en avoir directement sur la prise d'air, tu vois, de la boîte à air. Mais ça, on est bien en pression. Maintenant, on va tester donc la résistance de l'électrovanne. Tu vois, donc là, j'ai mon multimètre. Hop, je vais me mettre en mode ohm minimum. Ok. Je vais débrancher mon électrovanne. Je vais venir me piquer donc, sur les deux bornes. Voilà, donc là, tu vois, je ne sais pas si tu vois bien, j'ai 23 ohms au niveau de la résistance, 22,7 exactement. Donc là, en tous les cas, niveau résistance, niveau fonctionnement interne, c'est bon. Au niveau du schéma électrique, donc la 436 c'est notre électrovanne, tu vois comment ça marche. Donc la voie 1, on voit qu'elle est reliée à la voie Q1 du calculateur. Donc ça va être la masse via le signal RCO. La voie 2, si on monte le fil, en fait, on arrive à cette épissure là. Et l'épissure, si on la suit, en fait, elle va arriver à un relais en fait d'alimentation de 236. D'accord. Donc en gros, si on revient sur notre électrovanne, la voie 2, ça va être le plus, et la voie 1, ça va être la commande de la masse. Donc là, déjà, je vais m'assurer que contact mis en voie 2, il y ait bien mes 12 volts. Je pourrais aller aussi à la lampe témoin hein, si je voulais, mais bon, voilà, là, j'ai mon multimètre à portée. Donc là, fil noir, je vais bien me mettre à la masse, batterie. Hop, tu vois pas, mais voilà, j'ai ma masse batterie. Je contrôle toujours, tu vois, ma tension de batterie
on est bon. Et maintenant, je vais me mettre directement, tu vois, dans la cosse, là, et je viens en voie 2. Tu vois, donc là, j'ai ma tension de batterie, 12,50. Donc là, mon Electrovan, elle est correctement alimentée. Alors, avec mon appareil de diagnostic, je vais également pouvoir venir activer, tu vois, test actif, l'Electrovan. Donc, Electrovan de Sural. En fait, ça va la faire claquer, tu vois, et tu l'entends. On va l'entendre s'activer ici. Allez, je sais pas si tu vas entendre. Tu vois, voilà. Donc là, tu vois, je l'entends claquer. Donc en gros, je sais qu'elle est alimentée, je sais que ma commande a l'air bonne en tous les cas. Donc voilà, ça peut permettre de faire un jag assez rapide dans les tests actifs de l'appareil de diagnostic. Donc maintenant, je vais faire un test à l'oscilloscope, tu vois, de savoir la commande, le type de signal que tu dois avoir, tu vois, du calculateur. Donc moi, je vais mettre en Q1 là, du noir avec mon borné. Toi, encore une fois, si tu n'as pas de borné, pas de souci, tu peux piquer le fil, tu vois, on voit 1 hein, au niveau de l'électrovan. Tu peux débrancher aussi et prendre le signal, hein, c'est pas dérangeant. Et je vais activer l'appareil de diag pour voir le signal qui en ressort. Tu vois, fil rouge, je vais le brancher sur le Q1, fil noir à la masse. Donc maintenant, on va activer l'électrovan. Hop, je règle juste mon truc. Voilà, tu vois, c'est bien. Hop. Alors, là, tu m'excuses, il y a un peu des parasites. Attends, je finis l'activation. Voilà, tu vois, tu as un peu des parasites ici, mais là, l'activation, le signal, c'est un RCO, tu vois, de 50%. C'est-à-dire que il est autant ouvert. Voilà, là. Tu vois, il est autant en haut qu'en bas, quoi. Grosso modo, il est autant ouvert que fermé. C'est pour ça qu'on entend par saccade quelque chose d'assez cyclique. Le pic, là, tu tiens pas compte, c'est une espèce de bug voilà, d'électronique. Hein, mais du coup, tu as bien ton signal comme ça, tu vois, carré, qui en ressort au niveau de la commande de l'électrovan. Je vais mettre le véhicule en route et on va voir un petit peu. Donc là, tu as vu hein, par rapport à ce que je faisais, donc c'était bien le test hein, de la voie Q1. Tu as vu, ça faisait des saccades et en fait, quand il a besoin de réguler, tac, il vient faire ce fameux RCO, rapport cyclique d'ouverture, pour piloter l'électrovan. D'accord? Donc, quand tu n'as pas besoin, en gros, il n'y a pas d'alimentation. Quand lui, il va réguler, il va ouvrir l'électrovan avec ce signal RCO. Alors maintenant, je vais faire un test de contrôle pneumatique, tu vois, de la capsule de wastegate. Donc là, j'ai... Attends, je te dézoome. Toc. Donc là, j'ai une pompe à vide, en fait. Pompe à vide, alors on appelle ça pompe à vide, mais en fait, elle va marcher en dépression et en pression. Donc là, sur ce montage-là, tu as compris, on va marcher en pression. Donc il faut régler la pompette, tu vois, que si je bouge, le truc, il monte bien en pression, d'accord? Si tu fais ça en dépression, c'est sûr qu'il va pas se passer grand-chose. Donc là, l'idée, c'est de débrancher au niveau de la wastegate et de contrôler que cette wastegate, elle va bien pivoter librement, qu'elle soit pas grippée en fait au niveau mécanique. Donc là, je vais débrancher, tac, ici là, je te ferai un zoom après hein, dessus. Tac, tu vois, j'ai débranché ici là. Allez, je vais contrôler ma capsule. Alors il faudrait, si on voudrait bien faire, il faudrait presque contrôler toute l'étanchéité des petites durites aussi, hein, mais tu vois, tu as compris sur le principe quoi. Donc là, avec mon embout, je vais venir sur la wastegate là. Et je vais la mettre en pression. Tu vois, je vais mettre en pression jusqu'à ce qu'on voit la wastegate qui bouge. Donc là, c'est parti. Voilà, là, je l'ai vu bouger tout de suite. Tac. Allez, je vais te montrer en zoom. Tac. Ici, tu vois, quand je vais lâcher la pression. Voilà. T'as vu, tu l'as vu bouger là? Ok, donc là, je suis comme ça. Tu vois, j'ai ma pompe à vide. Je mets en pression. Tu vas la rebouger. Tac. Voilà. Ce test pneumatique qui m'a servi de tester la partie mécanique, on va dire, du turbo. Hein. Après, je te parle pas ici de jeu d'axe, etc. Je te parle vraiment de commande régulation de pression dans ce tuto. Donc là, tu vois, j'ai vu que ma tige, elle bougeait librement, qu'elle revenait surtout librement. Hein. Tu peux avoir des turbos, notamment en géométrie variable. Alors, ça n'en est pas un, ça, qui soit grippé. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu la maladie. Donc, il faut faire ce test-là. Tu vois. Donc là, je rebranche hop, au niveau de ma capsule avec le collier. Et voilà, encore une fois, je te disais là, tu vois, tu pourrais tester aussi ici. Comme ça te garantit de tester l'étanchéité, tu vois, de tout ton circuit. Et tu peux également si tu as vraiment un doute. Voilà, ben c'est tout pour ce tutoriel. Donc, comme d'habitude, j'espère que ça t'a apporté des choses, que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo, à la liker. Et puis, on se retrouve plus tard dans d'autres tutos. Allez, merci, salut!